BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et en plateau avec nous, Léa Dauphas, économiste chez TAC Économiste. Bonjour. Bonjour. On a l'impression que le vent est en train de tourner dans le bon sens. Il y a une quinzaine de jours, les perspectives macroéconomiques étaient plutôt inquiétantes, elles semblaient extrêmement négatives. Et puis depuis quelques jours, certains nous disent qu'on a peut-être un momentum qui est positif et qu'on est en train de toucher sans doute un point bas. C'est également votre sentiment ? Alors, pas tout à fait. À l'inverse des marchés qui sont sur des plus hauts, le côté macro fait prendre un peu de hauteur. Je dirais que l'ajustement est en cours, il est en train de se dérouler. Sur certains secteurs, on a probablement atteint des points bas, mais pas dans l'ensemble. Si, par exemple, ce sujet-là de l'amélioration se voit bien sur les PMI, ce que vous annonciez tout à l'heure, où on a eu un rebond un peu plus fort qu'attendu sur le PMI service et le PMI global. Le PMI, c'est un indicateur d'enquête qui... c'est ce qu'on appelle le soft data. Exactement. Donc c'est vraiment l'instant T, ça nous permet d'avoir une vue assez fine de là où va aller la croissance, où vont aller les indicateurs de consommation et d'investissement dans les prochains mois. Mais pour que les choses soient claires, c'est un indicateur de sentiment et ce n'est pas un indicateur qui repose sur des mesures précises de l'économie. Les hard data, exactement. À l'inverse. Donc ce que nous dit le PMI, c'est qu'effectivement, dans l'ensemble, la situation s'améliore légèrement, ou en tout cas, ça indique plutôt une stagnation de l'activité. Mais si on va dans le détail de cet indicateur et qu'on prend au sein de cet indicateur les indicateurs avancés, c'est-à-dire les perspectives de ces indicateurs, eux, sont plutôt en repli. Le PMI, il faut avoir l'idée en tête du niveau de 50. Quand on est au-dessus de 50, l'activité s'expand. Quand on est en dessous, l'activité se contracte. Donc même si on a eu des résultats positifs à la fois sur les PMI des services et sur le PMI composite, qui est le secteur des services et le secteur manufacturier, le secteur manufacturier, lui, reste en repli. Sur des niveaux bien en deçà des 50. Et les indicateurs de nouvelles affaires qui nous disent là où on va, eux, là aussi, sont en repli. Ce qui fait que même si l'environnement global est plutôt positif, et c'est un signe dont il faut tenir compte dans l'analyse économique, ça veut dire qu'on n'a pas un ajustement fort des indicateurs de confiance. Le fait que la confiance tienne, c'est probablement plutôt positif. Malgré tout, on considère, vu les indicateurs avancés, qu'on est toujours sur un phénomène de repli. Alors, on va rappeler ces chiffres. Le secteur des services, donc plus dynamique que prévu pour le mois d'octobre dans la zone euro. L'indice PMI est passé de 51,6 en septembre à 52,2 le mois dernier. La hausse dépasse les prévisions du marché. Et l'indice PMI composite, donc lui qui intègre les services, mais aussi le secteur manufacturier, dépasse les attentes, 50,6, tiré notamment par la France, avec un PMI composite à 52,6, mais l'Allemagne, et là on va peut-être en parler, l'Allemagne en revanche, qui reste en phase de ralentissement, puisque son PMI composite, lui, est inférieur à 50 points. Et c'est là où les perspectives, peut-être, sont les plus fragiles. Exactement. C'est là où il faut avoir un peu cette vision où on passe au-dessus des très bons chiffres de marché. C'est qu'en fait, au sein des PMI, on a vraiment des dichotomies par pays. Si on caricature un peu le trait, on va avoir d'un côté la France et l'Espagne et de l'autre côté l'Italie et l'Allemagne. Un point particulier sur l'Allemagne, dans un environnement global où le commerce extérieur ralentit, l'investissement ralentit, la production industrielle ralentit, on a des grosses questions sur le secteur automobile, l'Allemagne est le premier pays à en souffrir. Donc effectivement, c'est normal que cet indicateur ralentisse et que les niveaux de croissance en Allemagne soient nettement plus faibles que ceux des autres pays de la zone. Mais alors du coup, ce décalage, ça rend l'équation plus difficile pour la Banque Centrale Européenne si on a d'un côté des pays comme la France et l'Espagne et de l'autre l'Allemagne et l'Italie. Ça s'est déjà produit par le passé, ce décalage. On a déjà eu ces facteurs-là. Après, aujourd'hui, la politique monétaire de la Banque Centrale est assez contrainte. Les taux sont déjà bas. Ils peuvent difficilement descendre plus bas ou alors à la marge. Exactement, une ou deux baisses de taux, mais globalement, on a fait le plus gros du mouvement de l'ajustement de taux a été fait. Par contre, on peut développer les mesures non conventionnelles. Et c'est là-dessus qu'on va attendre les prochaines réunions avec Christine Lagarde, savoir quel est le ton qui est donné et quels sont ce nouveau climat et ces discours politiques qu'elle va mettre en place. Alors les mauvaises langues nous disent que la voie est déjà tracée, que Mario Draghi a fait l'essentiel du job avec notamment le nouveau QE, le quantitative easing. En revanche, il y a un point qui n'a pas été tranché, c'est celui de ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie. Alors d'abord, on va rappeler brièvement ce que c'est. Alors, c'est la grande question, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est parce que ça n'a pas été mis en place. En revanche, on sait que in fine, ça correspond à distribuer de l'argent grosso modo à l'ensemble des Européens. Exactement. Sous beaucoup de formes. Est-ce que la Banque centrale met sur le compte des ménages une certaine somme ?
en monnaie réelle, en cryptocurrency. Le débat se développe beaucoup en ce moment. Est-ce que la Banque centrale octroie à tarif préférentiel à certaines banques des crédits que les banques transmettront aux ménages? Si les banques transmettent effectivement ces crédits aux ménages, les banques auront des taux plus favorables que les autres. Il y a beaucoup de formes. L'idée, c'est aujourd'hui, le constat, c'est que la politique monétaire ne fonctionne plus. Normalement, la banque, en baissant ses taux, facilite le canal du crédit et les banques peuvent transmettre aux ménages, et donc on a un phénomène qui s'entretient, le ménage consomme, les entreprises investissent et la croissance repart. Aujourd'hui, ce canal de transmission du crédit, il est rompu. Donc il faut qu'on trouve les mesures pour le mettre en place. Hélicoptère Money est en tout cas une idée qui fait petit à petit sa voix, qui a dit vu que ce canal entre les banques et les ménages ne fonctionne plus, la Banque centrale va se mettre au milieu. L'hélicoptère monnaie devrait soutenir la consommation, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit. Et d'ailleurs, la consommation résiste plutôt bien en Europe. On l'a vu ce matin. Les chiffres pour le mois de septembre étaient supérieurs aux attentes, avec des dépenses des ménages qui ont augmenté de 3,1%. C'est plutôt une bonne nouvelle que la demande intérieure reste forte vu le contexte international. Oui, exactement. En fait, c'est le point clé du scénario aujourd'hui, du scénario de croissance, qui fait qu'on ne va pas sur un scénario de croissance beaucoup vers un scénario de récession. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'investissement est pénalisé, mais la consommation des ménages tient parce que le marché du travail reste robuste, parce que les revenus augmentent, parce que les taux d'intérêt sont bas aussi, grâce aux politiques monétaires. Mais en fait, tant qu'on a aujourd'hui support de la consommation et une confiance qui reste forte, on a parlé de la confiance des industriels tout à l'heure, mais la confiance des ménages, elle aussi, reste forte. Tant qu'on a ce soutien-là, il y aura probablement un ajustement de la croissance, mais plutôt limité et temporaire. Votre sentiment pour l'Europe, c'est que l'économie aura du mal à éviter la récession. Elle sera courte, mais on devrait avoir une récession. Ouais, ça, c'est votre scénario. Exactement. En fait, ça joue par l'environnement global. On a une manière de fonctionner chez nous qui est qu'on utilise beaucoup les modèles. Et en fait, les modèles sortent des indicateurs clés. Ce n'est pas nous qui les sortons, c'est les modèles. Ce qu'on a sur la croissance en zone euro, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas une croissance qui est forte aux États-Unis, c'est-à-dire une croissance supérieure à 3,3%, et plutôt autour de 2% aujourd'hui, on n'a pas cette dynamique de rebond, en tout cas d'accélérateur de croissance en zone euro. Donc l'environnement global, ralentissement américain, émergent, ralentissement de la Chine, un contexte, malgré les très bons chiffres des marchés actions aujourd'hui, un contexte très volatile où le sentiment se renverse assez rapidement, dans un contexte où en plus l'Allemagne est en train d'être dans le gros de sa récession, fait que la zone euro va céder temporairement, probablement au cours du premier trimestre 2020. Et là aussi, si l'environnement global s'améliore, ce qui est notre scénario, la zone euro repartira dans cette logique-là. Est-ce qu'un accord commercial sino-américain pourrait changer la donne pour l'économie allemande ? À très court qu'on appelle terme, un game changer. Un game changer. Alors, nous, on le met plutôt dans l'inverse. C'est qu'en fait, le game changer, c'est qu'il, malgré le fait qu'on ait un accord sino-américain, ça ne changera absolument pas la donne, parce que c'est dans une logique de combat de puissance à très long terme, en tout cas dans la prochaine décennie, entre les États-Unis et la Chine, ce qui fait que même si aujourd'hui ça arrive à stabiliser les choses, à rassurer les marchés ou à éviter des chutes plus importantes, c'est un combat de très long terme entre les puissances américaines et chinoises, quel que soit le président, et que ça va être des sauts dans l'actualité et dans les sentiments, mais que ce n'est pas un game changer à court terme en tout cas. Vous me parlez d'un combat entre les États-Unis et la Chine. À vous entendre, j'ai l'impression que l'Europe va se faire marginaliser. C'est le risque ? C'est le risque. On l'a toujours vu en fait dans des combats de puissance. On voit bien que l'Europe est au milieu. Son rôle, ça va être par exemple dans la Belt and Road Initiative. On voit bien que les risques politiques et les discussions politiques ne sont pas forcément, comme on a pu le voir dans le Brésil, d'une construction européenne, mais un peu plutôt le chacun pour soi. Donc c'est le vrai combat, c'est l'Union européenne en tant que telle. Là aussi, la question de la Banque centrale et la politique telle qu'elle va être un enjeu important. On va parler des États-Unis, puisque vous parliez de dichotomie. On en a une également aux États-Unis, entre le secteur manufacturier et les services. Mais au global, on a quand même, outre-Atlantique, une croissance qui résiste bien. Oui, une croissance qui résiste plutôt surprenante, même si on regardait les chiffres de croissance qui sont sortis la semaine dernière. On le rappelle, 1,9% au troisième trimestre. On était à 2 au trimestre précédent et la consommation continue à tenir. Les États-Unis, c'est 70% de conso. Donc quand on a un apport très fort de contribution de la consommation des ménages, c'est plutôt rassurant. Ce qu'on a en tête aux États-Unis, c'est que la Fed est très réactive, que la politique budgétaire pourrait l'être aussi, et que malgré le contexte politique incertain, avec des événements politiques qui émergent jour après jour,
Pour l'instant, là aussi, même constat que ce qu'on a fait en zone euro, c'est que la confiance fonctionne, tient, le consommateur américain continue de consommer, et donc là aussi, on a toujours un soutien à la consommation, même si on a une phase de ralentissement parce que le contexte global ralentit, la croissance américaine reste malgré tout solide. Dans votre scénario pour les États-Unis, pas de récession, mais en revanche, on n'a pas encore touché le point bas. Vous pensez que ce sera plutôt en 2020? Expliquez-nous. Là aussi, plutôt, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, l'économie ajuste. L'ajustement, c'est maintenant. Donc on est en train de ralentir, ça va s'accentuer, mais on le voit bien en fait, le secteur manufacturier a probablement atteint son point bas, mais on a une transmission petit à petit au secteur des services. Et cette transmission va peu à peu, là aussi, affecter la consommation des ménages, même si celle-ci reste robuste. On est en train de voir ce ralentissement. Donc c'est probablement sur le premier, deuxième trimestre 2020 que l'économie va atteindre son point bas. Avant, là aussi, une reprise, mais plutôt seconde partie d'année pour la reprise. Alors, le marché table sur un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Le principe même de la signature semble acquis. En revanche, évidemment, l'important, c'est le contenu de cet accord. Vous me disiez qu'en Europe, il n'y aura pas forcément d'impact positif. En revanche, s'il y a un accord et que le contenu est intéressant, ça devrait quand même soutenir l'économie américaine. Alors, soutenir l'économie américaine ou soutenir la confiance? Pour nous, c'est un peu le point clé. C'est une chaîne. Si les Américains ont davantage confiance, Exactement. Ils vont davantage consommer et donc l'économie américaine devrait en profiter. Exactement. Et en complément, si on a un accord, le ralentissement en partie dû aux guerres commerciales qu'on observe sur la Chine va petit à petit arrêter d'être un biais négatif sur la croissance chinoise, et donc on va avoir un environnement global qui lui aussi va être légèrement plus positif. Donc tout est une histoire de confiance. On voit bien sur ces histoires sino-américaines qu'on a fait des va-et-vient depuis plusieurs mois. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un accord final comme avec le Brexit. En fait, ce qui pose problème, c'est l'incertitude. Il faut, quel que soit le résultat de l'accord, le fait d'avoir quelque chose d'acté et de clair permet d'aller au-delà et en tout cas de rétablir la confiance. En tout cas, un accord total, ça paraît extrêmement improbable avant les élections américaines. Aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup trop de différences fondamentales, notamment sur la question des droits d'auteur. Exactement. Des droits de la propriété, industrielle. Un mot de la Chine, puisqu'on en parle. La demande intérieure faiblit, les indicateurs de confiance, donc ce qu'on appelle le soft data, sont pas très bons non plus. La Chine aussi a besoin d'un accord. Alors, exactement, c'est ce qu'on disait. En fait, la Chine a deux problèmes, si on peut appeler ça un problème. C'est que non seulement la guerre commerciale affecte le cycle conjoncturel, mais qu'en plus, la Chine est dans un processus d'ajustement. Et donc, c'est une marge d'escalier. Non seulement elle ajuste, ce qui est négatif, mais en plus, la conjoncture est mauvaise. Donc, c'est une double peine. Donc, l'accord commercial ne résoudra pas l'ajustement de la Chine. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on est autour de 6 sur la croissance chinoise. On serait plutôt, nous, vers 5,2, 5 l'année prochaine, parce qu'on a une grosse marge d'escalier qui va arriver. Et ça, c'est l'ajustement chinois normal. Alors, évidemment, vu de l'Europe, 5%, ça paraît énorme, mais pour la Chine, ce serait un taux historiquement bas. Effectivement, on était à plus de 14% il y a encore 5 ans. Mais par contre, le fait qu'on ait moins d'incertitudes va réduire ce côté, cet aspect cycle conjoncturel qui se dégrade sur l'économie chinoise. L'évolution des taux, j'aimerais qu'on en parle puisqu'il s'est passé quelque chose d'intéressant ce matin. Les OAT à 10 ans, donc c'est vraiment l'obligataire de référence pour le marché français, sont repassés en territoire positif. On a aussi une tendance à l'amélioration sur le Bund, donc il y a la référence du marché allemand. Est-ce qu'on se dirige vers une normalisation ou est-ce que c'est une correction à ce stade ? Alors, je dirais que c'est une correction parce que les taux sont allés trop vite, trop bas. Si on revient sur un historique d'un an, on est passé de 0,8 sur l'OAT à 10 ans en octobre dernier. On était à moins 0,4 au cours de l'été. On arrive à 0 aujourd'hui. Et globalement, l'état de santé de l'économie française, en tout cas le conjoncturel macro qui s'explique dans les taux, ne permet pas d'expliquer ces mouvements-là. Un indicateur qui est très intéressant à regarder, qu'il faut regarder pour tous ceux qui sont sur l'obligataire, vous prenez n'importe quel taux obligataire européen, vous mettez en face l'indice qui s'appelle le Copper Gold, qui est le ratio des prix du cuivre sur le prix de l'or. Le prix du cuivre, c'est l'environnement global, le prix de l'or, c'est notre indicateur de marché. Et en fait, c'est un indicateur qui drive totalement les taux obligataires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de fondamental macro, inflation, croissance pour expliquer les taux. C'est l'environnement global aujourd'hui qui a expliqué ce fort mouvement à la baisse qu'on a observé sur les taux toute l'année dernière. Un mouvement qui pour nous était beaucoup trop fort. Et donc aujourd'hui, on ajuste et on retrouve une normale. Nos modèles, qu'est-ce qu'ils indiquent ? C'est pas
un retour, une hausse des taux très forte et un retour vers des valeurs d'équilibre autour de 0,05. C'est plutôt, on est dans des bornes et les taux OAT, mais c'est aussi vrai pour la majorité des taux européens, notamment les taux allemands, vont osciller dans une borne. Sur l'OAT, pour nous, elle serait autour de moins 0,2 plus 0,2 et sur le Bund, donc le taux allemand, moins 0,5, 0. Et en fonction de l'actualité, on va osciller dans ces ranges-là. Alors on le voit néanmoins avec la confiance qui revient un petit peu sur un éventuel accord sino-américain, avec peut-être du mieux au niveau du Brexit et d'une manière générale des marchés qui se portent, des marchés actions qui se portent bien. On a l'impression que les investisseurs retrouvent un peu le goût du risque, c'est-à-dire ils sortent du marché obligataire pour se reporter sur des investissements plus risqués par définition que sont les actions. Donc ça, c'est un phénomène de fond qui peut aussi contribuer à accentuer ce phénomène sur l'obligataire. Oui, on est sur un mood de marché qui est très positif en ce moment. Mais comme on était sur un mood de marché qui était très négatif il y a un mois, seulement en soi, les fondamentaux derrière n'ont absolument pas changé. Et je dirais même c'est maintenant qu'on arrive dans cette phase de dégradation de l'activité, même si une ou deux données laissent à penser que la situation a atteint son bas. Pour l'instant, on a plutôt devant nous des chiffres qui vont se dégrader que des chiffres qui vont s'améliorer. Donc, il y a sans doute eu trop de mouvements trop rapidement. Donc, on ajuste et c'est plutôt bon. Mais attention au renversement de situation, notamment sur les questions d'accords sino-américains. On ne sait jamais si les accords vont être finalement signés ou pas. Une dernière question sur ces marchés obligataires. Les taux négatifs, à votre avis, c'est une anomalie ou c'est simplement un nouvel environnement, de nouvelles règles du jeu auxquelles on va devoir s'adapter parce que ça risque de durer? C'est probablement un nouvel environnement qu'il faut avoir en tête. Ça s'explique aussi parce qu'on est dans des politiques monétaires qui sont devenues durablement non conventionnelles et auxquelles il va falloir s'ajuster. Merci beaucoup pour votre analyse, Léa Dauphas. Je rappelle que vous êtes économiste chez TAC Economics. La Bourse de Paris, toujours en progression, plus 0,31% pour l'indice CAC 40. Le DAX également dans le vert, pratiquement 0,2% de hausse. Et dans quelques instants, l'ouverture des marchés américains, ce sera avec Sabrina Quagliozzi en direct du Nasdaq. A tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.